Mais tu as été quand même dans l'extrême à ce moment-là, puisqu'en gros, tu lançais des projets semaine par semaine. Tu lançais un nouveau projet chaque semaine, enfin, ou toutes les 2 semaines. Tu en as lancé plus d'une dizaine comme ça. Qu'est-ce qui t'a fait dire Ouais. que il fallait vraiment shipper des projets, autant de projets pour, en gros, réussir? Le point clé, c'est que c'est le fait de se rendre compte que mes 2 premières expériences entrepreneuriales, elles ont chacune duré 2 ans et que j'ai mis 2 ans à me rendre compte que ça allait pas marcher. Et la volonté, c'était d'essayer de compresser ce 2 ans en une semaine. C'est que si ça doit pas marcher, alors j'ai envie de m'en rendre compte en une semaine. Et je t'avoue, l'objectif, c'était de ship un nouveau projet par semaine. Dans la réalité, ça pouvait prendre 2-3 semaines. Tu avais des projets sur lesquels on travaillait un peu en parallèle. Mais c'est vrai quand même que je pense qu'on a lancé 10 projets en environ 4 mois. Donc c'était hyper intense. On travaillait comme des bêtes. Et on a vraiment éliminé 10 projets. Et le 11e, c'était Tweet Hunter. Et lui, il a décollé hyper rapidement. Tu pourrais nous donner des exemples de projets? Enfin, toi, tu gérais du coup la partie dev, tu développeur. Tu pourrais nous donner quelques exemples de projets que tu as pu réaliser, et aussi le degré, de développement? Est-ce que c'était juste un MVP, vraiment une fonctionnalité, ou alors c'était vraiment des mini produits, à eux-mêmes? Les quelques exemples de projets, t'en avais un où ça te permettait de trouver des leads géolocalisés. Donc, typiquement, t'as un restaurant, t'as un endroit, bah, tu veux trouver, non, pardon, tu veux trouver tous les restaurants à un endroit. Donc on t'offre une carte, on va scraper les emails de tous les restaurants à un endroit et potentiellement, bah, si tu es un cinéma et que tu veux faire de la pub hyper localisée, bah, tu peux trouver tous les emails de tous les restaurants autour de ton cinéma. Ça a un peu marché, ça a rapporté genre 2 000 à 3 000 euros. On a trouvé un gros contrat, mais rien de vraiment excitant, on l'a laissé tomber. On a fait un générateur de tweets. C'était à la toute première, c'était après la toute première sortie de GPT-3 à l'époque. Et donc on a utilisé GPT-3 pour faire des générateurs de tweets, ça n'a pas marché. On a fait un analyseur de ton Twitter, qui pareil utilisait GPT-3 pour essayer de comprendre ce qui marchait, ce qui marchait pas. Ça n'a pas marché. On a fait un moteur de recherche de communauté en disant bah, quand tu veux lancer un projet, sur quelle communauté tu dois parler de ton projet pour en faire la promotion. En fait, ça paraît être une bonne idée, mais ça marche pas. Tu peux pas, en fait, t'es pas successful quand tu utilises un produit comme ça parce que tu peux pas arriver sur une communauté et juste drop un lien de ton nouveau projet et espérer que les gens ils vont acheter ou partager quoi. Ça marche pas. Pareil, on l'a laissé tomber. Et en fait, dans le processus, petit à petit, je t'ai parlé de tout ça, mais je t'en ai parlé un peu dans le désordre. En fait, j'aurais pas dû en parler comme ça, mais petit à petit, on s'est rapproché de Twitter. C'est-à-dire qu'on a d'abord commencé par ce truc de géolocalisation de lead. Après, on est allé vers le moteur de recherche de communauté. Puis en fait, on en s'est rendu compte de quelque chose d'assez intéressant, c'est que chacun de nos projets, on en parlait sur Twitter, on en parlait sur Reddit. Et en fait, Twitter devenait petit à petit la première source d'acquisition de chacun de nos projets. Donc en fait, que ça marche ou que ça marche pas, c'était pas très intéressant. Le plus intéressant, c'était on se rend compte d'un truc, c'est que on arrive à capter des gens de Twitter. Du coup, on voulait augmenter notre présence sur Twitter, Thomas et moi. Et en fait, on a subi nous-mêmes ce problème de bah, comment faire un tweet intéressant, comment faire un tweet viral, parce que quand je fais un tweet viral, je fais des ventes. Et donc petit à petit, on a commencé à travailler autour de Twitter, on a fait des projets autour de Twitter, donc c'est pour ça qu'on a fait le générateur de tweets, l'analyseur de ta performance. Et après 3 ou 4 itérations sur plusieurs produits, et ben on a créé cette feature en fait, où juste cette feature, c'était un moteur de recherche de tweets viral qui ressemble à peu près à ce à quoi je parle sur Twitter. Donc cet outil qui est devenu Tweet Hunter, il allait faire que une seule chose, il essaie de comprendre de quoi tu parles sur Twitter et il va essayer de trouver des tweets qui parlent de la même chose et
qui ont eu un reach super important. C'est tout. Et donc, je me souviens de la première version de Tweetater, c'était juste un mur de tweets qui se renouvelle tous les jours ou à chaque fois que tu recherches et qui est censé t'inspirer sur l'écriture de nouveaux tweets. Et le truc dingue, c'est que je l'ai utilisé moi-même et ça marche. Alors, tu regardes ce mur de tweets qui est pertinent par rapport à ton contenu, tu crées des connexions entre les tweets et en fait, ça te fait popper, en tout cas dans ma tête à moi, ça me faisait popper plein d'idées, de trucs super intéressants. Et du coup, j'arrivais à écrire plein de tweets comme ça. Et c'est comme ça que Tweet Hunter est né, parce que juste avec ce tout petit produit, on a réussi à avoir au début 200, 300, 800, même 1000 dollars de MRR, sans développer toutes les autres features que Tweet Hunter a aujourd'hui. Mais c'était quoi les indicateurs que vous suiviez pour savoir si vous alliez plus sur ce produit-là ou si vous arrêtiez pour en continuer un autre? Enfin, à quel moment en fait Le tu revenu. décides que tu l'arrêtes ce projet, t'en fais un autre et pourquoi Tweet Hunter vous vous êtes dit ok là il y a un truc à faire? En gros, c'est vraiment que le revenu. Que le revenu. On voulait absolument pas reproduire les erreurs qu'on avait fait dans le passé et on voulait que le projet sur lequel on travaille, on avait la quasi-certitude que ça pouvait générer du revenu. Et donc, très très tôt dans le processus, sur chaque produit, on demandait aux gens de payer. Et dans la plupart des cas, vu que c'était quand même des produits développés hyper rapidement, les gens ne payaient pas. On a eu quelques exceptions. L'analyseur de tweets, par exemple, il est monté à 300 dollars de MRR. Bah, c'est pas rien, quoi. Pour un produit développé en 2-3 semaines, que ça fasse 300 de MRR à 9 dollars par mois, ça veut quand même dire que tu as 30 personnes qui payent et qui sont intéressées, quoi. On l'a quand même laissé tomber parce que il y avait beaucoup de churn, les gens ils se désinscrivaient, qu'on n'arrivait pas à le faire grossir. Donc on est passé à Tweet Hunter. Mais en fait, sur chacun de ces projets, on apprenait quelque chose, on comprenait ce que les gens ils voulaient et surtout on capitalisait aussi sur la partie tech, sur la partie code. C'est pas comme si on recréait tout à chaque fois. Mm. C'était les mêmes systèmes de paiement, c'était les mêmes comptes de paiement, c'était le même back-end à chaque fois, c'était juste des fonctions un petit peu différentes. Donc ouais, on réutilisait beaucoup et ça nous a permis d'avancer super vite.